Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Vincent Aurélana-Popin. Cette semaine, à votre bulletin nouvelle TVCL, nous plongerons dans toute l'actualité du territoire des Laurentides et nous commençons cette semaine avec la ville de Sainte-Agathe-des-Monts qui est fière d'annoncer le lancement de sa toute nouvelle politique culturelle 2024-2029 et le plan d'action qui s'y rattache, marquant ainsi une étape significative dans son engagement envers l'épanouissement culturel et artistique de sa communauté. Adoptée lors de la séance du Conseil du 7 mai dernier, cette nouvelle politique est le fruit d'une collaboration entre le Comité de la politique culturelle, les autorités municipales, les acteurs culturels locaux et les citoyens, et elle incarne une vision audacieuse pour promouvoir la diversité, l'innovation et l'inclusivité au sein de la ville. Cette vision actualisée d'aborder et d'intégrer la culture aux actions de la ville permettra ainsi de poursuivre le développement dans l'harmonie en intégrant les richesses multiples du milieu culturel, artistique et patrimonial agathois. Le maire Frédéric Brouet mentionne qu'en tant que communauté dynamique, la ville reconnaît la valeur essentielle de la culture dans la construction d'un tissu social fort et d'une identité collective vibrante et que la nouvelle politique guidera également les choix et les décisions que le conseil municipal prendra en matière de culture et de développement au cours des prochaines années. Il ajoute que par l'adoption de cette politique, le conseil municipal croit fermement que la culture doit continuer de jouer un rôle de premier plan dans tous les aspects du développement de la ville et qu'elle est la pierre angulaire de l'identité agathoise. Plus concrètement, la politique a pour objectif de consolider et développer des infrastructures culturelles de qualité, pérenniser, valoriser et donner accès au patrimoine, diversifier et adapter l'offre de services culturels, dynamiser la participation citoyenne à la vie culturelle et soutenir le milieu culturel. C'est avec fébrilité que la ville de Sainte-Agathe-des-Monts s'apprête à accueillir la 190e édition de la Fête nationale du Québec en tant que fête régionale cette année et qu'elle a dévoilé la programmation des activités prévues pour l'occasion. Comme chaque année, les célébrations se dérouleront le 23 juin prochain dès 15 h. Pour souligner cet honneur, un événement de lancement officiel s'est tenu à la Villa des Arts en présence des députés politiques, du conseil municipal de Sainte-Agathe-des-Monts, des représentants des municipalités voisines, du Mouvement national des Québécois et Québécoises, de l'organisme diffuseur des arts de la scène, Sainte-Agathe-des-Arts et d'artistes invités. L'engouement pour l'événement était bien palpable et M. Frédéric Brouet, maire de Sainte-Agathe-des-Monts, mentionne qu'il est convaincu que la fête nationale à Sainte-Agathe-des-Monts sera mémorable cette année. Il ajoute que ce sera le moment idéal de se retrouver, de festoyer ensemble et de célébrer la fierté commune d'être québécois. C'est avec Steve Frison et ses invités que les visiteurs se retrouveront pour danser et chanter à la place Lagny le 23 juin. En plus du spectacle principal donné par Martin Deschamps et de sa première partie assurée par Raphaël Laporte de l'animation, un disco patriotique et des activités culturelles et de loisirs ont été soigneusement organisés afin que toute la famille puisse y trouver son compte. Au programme, il y aura des jeux gonflables, du maquillage pour enfants, de l'animation durant la journée, un bar le soir, un spectacle laser et d'autres surprises qui attendent les Agathois. Notez que par souci environnemental, la Ville a pris la décision de remplacer ses traditionnels feux d'artifice par un spectacle laser. Plusieurs polluants libérés lors de feux d'artifice se retrouvent dans l'air et dans l'eau et ont même des retombées négatives sur la faune, particulièrement lorsqu'une grande quantité de feux sont allumés au même endroit. La Ville aussi dévoile sa programmation estivale des concerts sur le lac qui accueillera cette année Kevin Parent, France D'Amour et Alex Nevsky. De son côté, le Festival des chansonniers fera place à l'ultime groupe hommage aux Cowboys fringants, la Grand-Messe, qui chantera plusieurs classiques des Cowboys pour le plus grand plaisir des fans du groupe de phare québécois. Les célèbres parcs animés organisés par la Ville pour les enfants feront également un retour en force cette année avec une nouvelle formule, les cinémas en plein air. Les jeunes Agathois pourront aussi profiter du retour des jeudis des tout-petits ainsi que plusieurs activités culturelles organisées par la Ville. Suite à l'implantation du 311 sur le territoire, la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts est fière de poursuivre sa mission de toujours mieux informer ses citoyens en annonçant la venue de son tout nouveau portail d'alerte municipal, un système d'alerte 100% gratuit, pratique, sécuritaire et convivial.
Tous les citoyens sont invités à s'inscrire dès maintenant pour demeurer informés. Les alertes citoyennes constituent la suite logique des nouveaux mécanismes que la Ville s'est engagée à mettre en place en septembre 2022, moment de l'implantation de son service de prise d'appel 24/7. Pardon. Alors que le 3-1 a contribué à rendre la Ville plus accessible, le service d'alerte citoyenne lui permettra d'augmenter sa portée communicationnelle auprès de ses citoyens, mais aussi des entreprises agatoises et propriétaires de résidences de villégiature. Pour mousser les inscriptions et favoriser l'adoption de ce nouveau service, une campagne de communication sera prochainement déployée. Celle-ci inclura notamment de l'affichage, mais aussi de la publicité numérique. L'application Info VSADM, développée par l'entreprise québécoise Coca avec sa solution Citam, est une application mobile disponible gratuitement sur l'App Store d'Apple et sur Google Play. Cette application permet aux citoyens qui s'y inscrivent de recevoir des alertes municipales via divers canaux tels que le téléphone, les messages textes, les courriels ou les notifications directement sur l'application. Ces alertes sont personnalisées selon les préférences de l'utilisateur et sont géolocalisées, assurant ainsi que les abonnés reçoivent des informations qui les concernent ou qui concernent leur secteur. Info VSADM permet non seulement de recevoir des notifications en cas d'alerte et de travaux, mais également de pouvoir suivre rapidement ce qui se passe dans la ville pour entre autres les modifications aux collectes de matières résiduelles, les inscriptions aux activités de loisirs et aux camps de jour, les inscriptions aux collectes annuelles, les informations à ne pas manquer concernant les opérations de déneigement, l'ouverture des plages. Une fois inscrit à l'application mobile Info VSADM via la création d'un compte, les utilisateurs auront la possibilité de personnaliser leurs préférences en sélectionnant les types d'alertes qu'ils désirent recevoir et les moyens de communication qu'ils préfèrent. Par exemple, parmi les catégories d'alertes disponibles figurent les mesures d'urgence, le déneigement, la gestion des matières résiduelles, les travaux de circulation, la participation publique. Les citoyens et les citoyennes qui n'ont pas de téléphone intelligent et qui ne sont pas en mesure de télécharger l'application mobile peuvent tout de même s'inscrire en ligne afin de recevoir les alertes municipales par appel téléphonique, par texte ou par courriel. Par ailleurs, la Ville invite tous ses citoyens à consulter sa foire aux questions disponible sur son site Web pour plus d'informations sur les nouveaux services offerts au vsadm.ca/citoyen /service citoyen /citam. À Mont-Tremblant, la population est conviée à la grande vente de livres des bibliothèques de Mont-Tremblant qui se déroulera les 15 et 16 juin de 10h à 16h à la salle du conseil de l'Hôtel de Ville au 1145 rue de Saint-Jovite. Plus de 6000 livres seront en vente au profit de l'organisme La Samaritaine Mont-Tremblant. Tous les livres sont en vente au prix de 2 $ chacun et les revues à 1 $. Les paiements en argent comptant ainsi que par carte de débit et de crédit seront acceptés. Aucune réservation de livres ne sera possible avant ou pendant l'événement. Les livres seront vendus selon le principe du premier arrivé, premier servi. Par souci environnemental, aucun sac ne sera fourni. Il est donc fortement recommandé d'apporter ses propres sacs réutilisables pour transporter ses achats. Tous les livres sont vendus tels quels, aucun retour ou échange ne sera accepté. À mesure que l'inventaire s'écoulera, les nouvelles boîtes seront ouvertes. Il est donc avantageux de venir les 2 jours pour découvrir de belles trouvailles littéraires. Pour tout renseignement, vous pouvez communiquer avec le service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire à culture et loisirs à commercial ville-de-Mont-Tremblant.qc.ca ou au 819-425-8614. Le 29 mai dernier, le Conseil de la Ville de Mont-Tremblant a fièrement accueilli la Chaise des Générations, une œuvre collective décorée et offerte par des élèves de l'école L'Odyssée. Cette initiative vise à sensibiliser les élus à l'impact de leurs décisions sur l'avenir des générations futures. La Chaise des Générations représente et porte la voix des enfants auprès des dirigeants afin de rappeler la responsabilité des municipalités à répondre aux enjeux environnementaux. Réalisée collectivement par des élèves allant de la maternelle à la 6e année, cette chaise est ornée de bâtons de hockey qui représentent une communauté active et en santé, entourée d'un rideau de banderoles où sont accrochés de petits cercles en carton. Sur chaque cercle est dessinée à la main une image illustrant leurs souhaits et aspirations pour un avenir meilleur, abordant différents thèmes tels que la préservation de la biodiversité, la qualité de l'air et de l'eau, le transport actif et durable entre autres. Cette chaise est exposée dans le hall de l'Hôtel de Ville et prendra une place symbolique dans la salle du conseil, où elle sera présente à chaque séance
rappelant ainsi l'importance des voix et des rêves de la jeunesse dans les décisions politiques. Catherine Drouin, conseillère municipale de la ville de Mont-Tremblant, affirme en son nom et au nom du conseil municipal que c'est avec beaucoup d'émotion que la ville a reçu la chaise des générations et que le message porté par ces jeunes est important puisqu'il démontre leurs préoccupations et leurs attentes envers la ville face au changement climatique. Elle ajoute que ces enjeux font désormais partie intégrante des priorités politiques et les sujets abordés confirment que la ville est sur la bonne voie. L'initiative de la chaise des générations est portée par le regroupement Mères au front, dont la mission est de mener des activités de mobilisation, d'éducation et de sensibilisation favorables à la protection de l'environnement. De nombreuses municipalités du Québec ont déjà rejoint le mouvement et accueilli une chaise des générations. Pour tout renseignement, vous pouvez communiquer avec le service du greffe par courriel à greffe@ville-de-mont-tremblant.qc.ca ou au 819-425-8614. Mont-Tremblant franchit une étape historique dans sa transition vers une mobilité plus durable avec le lancement de la première ligne de transport en commun alimentée au gaz naturel renouvelable comprimé, aussi appelé GNRC. Cette réalisation remarquable est le fruit d'une collaboration fructueuse entre la ville de Mont-Tremblant, le groupe Galant, Énergir et Investissement Québec. Le groupe Galant, avec le soutien du gouvernement du Québec et d'Investissement Québec, a investi plus de 7 millions de dollars dans l'acquisition de 5 autobus Novabus au GNRC et la construction d'une nouvelle station de pompage au GNRC. Cette station, située à Mont-Blanc et connectée au réseau Énergir, assure l'alimentation au GNRC nécessaire aux autobus circulant désormais dans les rues de Mont-Tremblant. Le GNRC utilisé pour alimenter ces autobus est une énergie renouvelable issue de la biométhanisation, valorisant les matières organiques résiduelles pour la production d'énergie renouvelable. Cette innovation contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à promouvoir un environnement plus sain pour la région. La ville de Mont-Tremblant, le groupe Galant, Énergir, le gouvernement du Québec et Investissement Québec demeurent déterminés à poursuivre leurs efforts en faveur d'une transition énergétique réussie. Cette collaboration exemplaire incarne l'esprit d'innovation et de responsabilité environnementale qui caractérise ses partenaires engagés dans la construction d'un avenir plus durable pour tous. Fort du succès remarquable rencontré l'été dernier dans une nouvelle formule au centre-ville, le marché d'été de Mont-Tremblant sera de retour à l'espace public tous les samedis de 9h à 13h du 8 juin au 14 septembre et ce beau temps, mauvais temps. Pendant 15 semaines, près de 30 kiosques seront installés, proposant une grande variété de produits alimentaires frais, biologiques, locaux et des articles de table de qualité supérieure. La liste des kiosques participants est disponible sur le site web de la ville, à ville-de-mont-tremblant.qc.ca/marché d'été. La ville est fière encore cette année d'offrir gratuitement à sa clientèle un joli sac tout en coton naturel d'une valeur de 30 $ pour tout achat de 150 $ et plus effectué au marché d'été. Fabriqué entièrement à la main par une entreprise québécoise, ce pratique sac sera disponible jusqu'à épuisement des stocks. Un tirage aura lieu chaque samedi auprès de la clientèle du marché d'été afin de remettre à la personne gagnante un bon cadeau d'une valeur de 70 $ applicable au kiosque de leur choix. Pour participer, il suffit de remplir le coupon de participation disponible au kiosque d'information à l'espace public. Pour tout renseignement, vous pouvez communiquer avec le service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire à culture et loisirs @ville-de-mont-tremblant.qc.ca ou au 819-425-8614. À Brébeuf, le ministère des Transports et de la Mobilité durable fait le point sur les travaux réalisés sur le pont patrimonial Prud'homme à Brébeuf et annonce les prochaines étapes qui mèneront à sa restauration. La stratégie d'intervention retenue pour préserver le pont se décline en deux phases. La première, achevée en 2022, consistait à stabiliser et à solidifier la structure par l'ajout d'un système de renfort en acier. Ces interventions étaient nécessaires à la poursuite du projet. Depuis, le ministère a effectué les études et relevés requis pour la planification de la deuxième phase des travaux, soit la restauration du pont en tant que tel. Quant aux prochaines étapes du projet, le ministère collaborera étroitement avec ses partenaires afin d'accélérer la cadence et d'exécuter les travaux dans les meilleurs délais. Celles-ci comporteront notamment l'élaboration des plans et devis qui tiendra compte de la valeur architecturale du pont couvert ainsi que la libération des emprises et le dépôt des diverses demandes d'autorisation.
Le projet de restauration inclura la reconstruction des culées, le remplacement du tablier en bois et l'ajout de trottoirs, ainsi que le remplacement de certains éléments de la toiture. Par ailleurs, le pont sera repeint en rouge, qui est la couleur actuelle selon la décision conjointe de la municipalité et du comité SOS Pont Prud'homme. Construit en 1918, le pont Prud'homme présente un intérêt patrimonial en raison de sa valeur architecturale, caractérisée par sa structure de bois, sa travée unique et sa longueur de 44,1 mètres. Il est fermé de manière préventive depuis le 2019, notamment en raison de la crue des eaux qui a endommagé les unités de fondation, rendant ainsi l'ouvrage instable. Revenez-nous après la pause. À Morin Heights, réservé le samedi 8 juin pour profiter de l'environnement enchanteur du domaine Castel-Marie. Ce sera l'occasion de rencontrer les membres du conseil municipal ainsi que les équipes de différents services municipaux pendant le barbecue du maire. Des activités familiales et des animations auront lieu entre 11h30 et 15h. Un groupe de musique cubaine sera présent et des hot dogs seront offerts gratuitement. Utilisez le service de navette disponible à partir de Camping et Cabine Nature Morin Heights, situé au 185 rue Bennett, car il n'y a pas de stationnement disponible sur place. Apportez vos chaises et couvertures et profitez de la fête en tout confort. Prenez note que la journée de pêche des enfants aura lieu sur le même site en matinée et que l'exposition des photos animalières de Lise Sanson sera toujours en cours au chalet Bellevue. En cas de pluie majeure, le barbecue sera reporté au lendemain, le 9 juin. À Saint-Donat, vous rêvez de construire et de piloter votre propre bolide? Participez donc à une course de boîte à savon qui se tiendra sur la rue des Rochers. La course s'adresse aux enfants de 7 ans et plus et aux adultes. Pour participer, vous pouvez remplir le formulaire d'inscription disponible sur le site web de la municipalité et le retourner à viviane.miron@saintdonat.ca au plus tard le 23 août. Consultez les règles de fabrication jointes au formulaire sur le site web de la Ville. Tous les détails de l'événement seront annoncés sur la page Facebook de la Ville et dans l'édition de juin du bulletin à la une. Dans l'optique de réduire la consommation résidentielle moyenne d'eau potable, la Ville de Saint-Sauveur lance sa campagne « L'économie d'eau, on prend ça au sérieux ». Élaborée selon 4 thématiques, cette campagne vise à sensibiliser et informer les Sauverois sur l'importance de respecter les horaires d'arrosage, d'assurer l'entretien de son système de plomberie, de consommer de façon responsable en période de canicule et de sécheresse, ainsi qu'à faire connaître les subventions environnementales relatives à l'économie d'eau potable offerte par la Ville. La Ville invite ses citoyens à consulter la page « L'économie d'eau potable, on prend ça au sérieux » pour y découvrir des trucs et astuces qui, intégrés à la routine quotidienne, contribuent à diminuer la consommation d'eau, tels que d'utiliser du paillis au jardin pour réduire la fréquence des arrosages, limiter la durée des douches ou installer un détecteur de fuite. Le maire Jacques Gariepi affirme que l'eau potable est une ressource rare, que l'on doit préserver et qu'il existe une multitude de moyens de réduire sa consommation sans ressentir l'impact sur le confort. Il invite donc tous les Sauverois à se rendre sur le site Internet de la Ville pour voir quelles habitudes ils pourraient adopter. Pour en savoir plus, les citoyens peuvent contacter le service de l'environnement et du développement durable au environnement@vss.ca ou encore au 450-227-0000 au poste 2600. Organisé par Elizabeth Wally, Organisée par Mme Elizabeth Wally, l'exposition Arbre-moi sera présentée à l'Hôtel de Ville de Saint-Sauveur jusqu'au 19 juin. C'est l'occasion d'aller découvrir ce projet d'art et de nature communautaire qui explore le rapport entre les arbres et les personnes. Une collection fascinante de peintures, de dessins et d'étampes sera à l'honneur. Les participants vous invitent donc à aller célébrer les œuvres qu'ils ont créées durant les heures d'ouverture de l'Hôtel de Ville jusqu'au 19 juin. L'exposition est gratuite et l'entrée est libre. Dans le cadre du sommet Ensemble pour une société de tous âges, organisé par Intergénération Québec, le potager des petits semeurs, projet porté par la Ville de Saint-Sauveur en étroite collaboration avec la Société de triculture et d'écologie Tournevent, a remporté un prix honorifique pour sa contribution au renforcement des liens entre les générations. Depuis 2015, le potager des petits semeurs réunit des aînés bénévoles et plus de 180 jeunes du camp de jour pour planter et entretenir ensemble un potager de manière éco-responsable. De la semence aux fruits, les aînés et les jeunes tissent des liens qui perdurent bien au-delà de l'été. Le potager des petits semeurs est un véritable espace public de rencontre, de connexion à la nature et d'apprentissage, puisqu'il mobilise aussi la communauté
puisqu'il mobilise aussi la communauté au fil d'ateliers éducatifs, de cuisine et de la fête des récoltes. Le surplus des récoltes est ensuite remis à un organisme œuvrant pour la sécurité alimentaire. Cette année, la Bibliothèque de Saint-Sauveur offre à ses jeunes abonnés l'occasion de participer au club de lecture TD. Ce dernier est un programme pan-canadien de sensibilisation à la lecture pour les jeunes dont l'objectif est de piquer leur curiosité et de stimuler leur imagination tout en se divertissant. Le programme leur inculque également de bonnes habitudes de lecture et leur permet de maintenir les acquis scolaires durant la période estivale. Ainsi, jusqu'au 24 août, chaque fois que vous emprunterez un ou des livres, vous recevrez un coupon de participation pour le tirage d'une carte cadeau d'une valeur de 25 $, ainsi que du prix régional de 2 nuitées pour 4 personnes en prêt à camper étoile dans le parc national d'Oka. Le club de lecture TD existe depuis 1996 partout à travers le Canada. 98 % des enfants pensent se réinscrire au club et plus de 8 millions d'enfants ont participé aux activités. 98 % des parents et ou gardiens sont d'accord pour dire que leur enfant a conservé ou amélioré ses habitudes en lecture au cours de l'été. Du 11 juin au 2 septembre prochain, la Ville de Saint-Sauveur vous invite à parcourir le Sentier des Contes au parc John H. Molson. Proposé dans le cadre du club de lecture d'été TD, le Sentier des Contes présente un livre jeunesse dont la lecture se fera sur des panneaux placés aux abords du sentier. Cet été, on vous raconte l'histoire Plus noire que la nuit, destinée aux enfants de 3 à 7 ans et écrit par Chris Hadfield et Kate Fillion. Agrémenté de belles illustrations créées par les artistes Terry et Eric Fan, ce conte est inspiré de l'enfance de l'astronaute Chris Hadfield. En cette nuit de juillet 1969, la vie du jeune Chris Hadfield bascule à jamais. Le jeune garçon témoin à la télévision de l'hallucinage d'Apollo 11 ne craindra désormais plus la noirceur de la nuit, car il sait maintenant qu'elle recèle des plus fascinants mystères de l'univers. Chris se consacrera désormais à la conquête de l'espace. Par ailleurs, la version audio du livre sera également disponible en numérosant le code QR sur les panneaux du sentier. Pour en savoir plus sur le club de lecture d'été TD, visitez la rubrique qui est dédiée dans la page bibliothèque du site web de la Ville. Dans le cadre des travaux de revitalisation du noyau villageois en bordure du lac Mercier, la Ville de Mont-Tremblant répond à une préoccupation soulevée par la population du village en lançant un projet pilote visant à améliorer la cohabitation entre automobilistes, cyclistes et piétons. Ainsi, le projet vise à promouvoir le partage de la route grâce à un marquage différenciateur sur la chaussée de certains tronçons du chemin du village. Ce marquage coloré, inspiré de la texture du pavé uni, a pour objectif de renforcer la sécurité des personnes à pied et à vélo en incitant les automobilistes à adopter une conduite plus prudente et respectueuse. En parallèle, des mesures de débit de circulation et de vitesse seront réalisées pour évaluer l'efficacité de ce dispositif. 3 zones seront marquées sur le chemin du village, soit à proximité des 2 intersections de la rue du Couvent ainsi qu'à l'intersection de la rue Sigouin. Les travaux seront réalisés de nuit afin de nuire le moins possible à la circulation. Pendant les travaux, la circulation sur le chemin du village entre les 2 intersections avec la rue du Couvent sera maintenue, mais en alternance. En cas de pluie, les travaux seront retardés. Pour plus d'informations au sujet de ce projet, vous pouvez contacter le service des travaux publics à travauxpublics@ville-de-Mont-Tremblant.qc.ca. Adapté au balado du même nom, l'exposition itinérante Voix parallèles poursuit sa tournée québécoise et s'installera à Mont-Tremblant jusqu'au 29 septembre, à la salle Alphonse Desjardins. L'exposition et le balado se veulent des espaces axés sur la recherche de solutions et sur la mise en œuvre d'actions autour des principes universels de paix et d'unité. Cette exposition vulgarise et illustre les thématiques principales des épisodes du balado Voix parallèles qui abordent notamment la gouvernance et le leadership en contexte autochtone, le territoire ainsi que son interrelation avec les langues et l'identité autochtone, la sécurisation culturelle en matière d'éducation, de santé et de services sociaux, les traditions juridiques, le droit à l'autodétermination des peuples autochtones et les philosophies spirituelles de certaines Premières Nations. Cette exposition contribue à ouvrir le dialogue entre les nations et permet de mieux comprendre les revendications autochtones en comprenant d'où elles viennent. Pour vivre pleinement l'expérience de l'exposition, il est recommandé d'avoir un appareil mobile et des écouteurs en sa possession afin d'accéder aux nombreux extraits audio. En compagnie de leurs invités,
Kachiatai Alexandra Veillette-Chizo et Laurence McEvoy échangent à travers 6 épisodes sur les réalités des communautés autochtones et proposent des actions concrètes tirées du plan d'action sur le racisme et la discrimination de l'Assemblée des Premières Nations québécoises Québec-Labrador. Les 6 épisodes du balado sont disponibles à nouveaumondeproduction.ca/projet et sur les différentes plateformes de balado-diffusion. Voix parallèle a été rédigée par Michelle L. Gériard, tutrice d'un patrimoine culturel et spirituel autochtone héréditaire et illustrée par Euroma Awashish avec la participation de Véronique Nicolas au graphisme et Jeremy Costa aux technologies numériques. Le projet a été porté par Laurence Delpeto-McEvoy, commissaire récipiendaire d'une bourse du Conseil des arts et des lettres du Québec dans le cadre de l'entente de partenariat territorial pour les arts et les lettres de la Montérégie, dont les partenaires sont le Conseil des arts et des lettres du Québec, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et la MRC du Haut-Richelieu. Pour tout renseignement, communiquez avec le service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire à culture et loisirs à commercial ville-de-mont-tremblant.qc.ca ou au 819-425-8614. À Prévost, le plan d'action de la politique culturelle 2024-2027 a été adopté en avril dernier. Afin d'assurer la mise en œuvre et l'évaluation de ce plan, la Ville lance un appel de candidature pour former un comité de suivi qui sera composé de 8 membres représentant divers secteurs culturels. Ce comité aura pour mandat de veiller à la réalisation du plan et de faire des recommandations au conseil municipal. Si vous souhaitez contribuer au développement culturel de Prévost, envoyez votre lettre de motivation et votre CV à culture@commercialville.prévost.qc.ca. La date limite pour soumettre votre candidature est le 19 juin et les candidats retenus seront informés d'ici le 12 juillet. L'été dernier, des affiches pour inciter les automobilistes à lever le pied et à faire preuve de vigilance dans les secteurs résidentiels ont fait leur apparition sur les terrains des citoyens de Prévost. Soucieuse de maintenir l'attention sur les enjeux de sécurité routière, le service de la sécurité communautaire de la ville poursuit la distribution de pancartes arborant les messages « Partageons la route » et « Prends le temps de vivre ralenti » qui sont destinés à être placés sur les terrains des citoyens. Les Prévostois qui constatent une problématique de vitesse dans leur rue sont invités à participer à cette campagne. Pour obtenir votre pancarte, communiquez avec le service de la sécurité communautaire par courriel à sécuritécommunautaire@ville.prévost.qc.ca ou par téléphone au 450-224-8888 au poste 6254. À Piémont, à la suite d'un changement important à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme en lien avec les amendes à percevoir concernant la coupe d'arbres sans permis, le montant d'amende minimale est maintenant de 2 500 $ auquel s'ajoute, dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à 1 hectare, un montant minimal de 500 $ par arbre abattu illégalement et ce, plus les frais administratifs. Donc, les contrevenants s'exposent à un constat de 3 000 $ plus les frais administratifs si un arbre de plus de 5 cm de diamètre est coupé sans autorisation. Pour toute question, communiquez avec le département de l'urbanisme et de l'environnement pour toutes vos questions concernant la coupe d'arbres et la demande de permis. Le numéro de téléphone est le 450-227-1888 au poste 1. Ce règlement s'applique également aux haies de cèdre. La Ville de Rivière-Rouge, par l'entremise du Comité de développement économique, est heureuse de présenter le programme d'aide en revitalisation et l'amélioration commerciale. La Ville a mis en place un programme d'aide financière pour conserver et stimuler les activités commerciales du territoire afin de revitaliser une partie de la rue principale des 2 périmètres urbains. Le programme est offert aux propriétaires et aux locataires opérant une activité commerciale. L'objectif principal du programme est d'encourager l'amélioration des pratiques et de l'image commerciale par la réalisation de travaux d'amélioration, par exemple aménager la vitrine, ajouter ou modifier une enseigne, réaménager l'espace intérieur, modifier la façade, ériger une terrasse extérieure. L'objectif est aussi de renforcer l'économie locale en soutenant l'effort à l'aménagement physique pour la mise en valeur et la vente des produits locaux en aménageant une section pour la vente de produits locaux en complémentarité à votre commerce ou en soutenant la diversité commerciale par l'établissement de nouvelles entreprises exerçant des activités commerciales qui offrent un produit ou un service manquant localement. Pour plus d'informations, contactez le service de l'urbanisme, de l'environnement au développement économique au 819-275-2929 au poste 421. Revenez-nous après la pause.
La Ville de Mont-Laurier désire informer les citoyens du report de l'activité de café-causerie pour les nouveaux résidents à une date ultérieure. La Ville de Mont-Laurier informera les citoyens quant à la nouvelle date proposée du café-causerie par le biais des réseaux sociaux, de son infolettre et du site Internet de la Ville dans la section Nouveaux résidents. En attendant la prochaine activité de café-causerie, le guide du nouveau résident est notamment disponible et gratuit à l'Hôtel de Ville. Dans le cadre de la planification stratégique 2023-2025, le développement d'outils d'accueil des nouveaux citoyens demeure l'une des actions à poursuivre et à bonifier au cours des prochaines années. À la suite de la publication du guide du nouveau citoyen l'année dernière, le conseil municipal propose désormais un café-causerie afin de rencontrer les résidents et de mieux les informer quant aux services offerts sur le territoire. La Ville de Mont-Laurier est heureuse de vous annoncer que depuis le 10 juin, les jeux d'eau situés à l'arrière de la piscine municipale, au 795 rue Alix, sont ouverts pour la saison estivale. L'aire des jeux d'eau sera accessible tous les jours de l'été de 8h à 21h. Des toilettes sont notamment disponibles au bloc sanitaire situé près des terrains de soccer. Afin de préserver la propreté du site, la Ville désire rappeler quelques consignes afin d'assurer un endroit convivial et sécuritaire pour l'ensemble des familles et des utilisateurs. Il est interdit de courir, de manger ou de boire sur la dalle des jeux d'eau. Il est interdit de s'asseoir sur le drain au centre de la dalle afin d'éviter de l'accumulation d'eau. Il est interdit de grimper dans les structures. Aucun animal n'est permis. Il est interdit d'utiliser des contenants en verre. La surveillance parentale est obligatoire pour les enfants de 8 ans et moins. Toute personne qui ne respectera pas les règlements mentionnés pourra être expulsée du site. La Ville de Mont-Laurier désire informer les citoyens qu'une unité mobile de la SPA offrira gratuitement des cliniques de stérilisation ciblées pour les chats errants les 14, 21 et 28 juin dans le stationnement de l'Hôtel de Ville de Mont-Laurier au 300 boulevard Albini-Paquette. Chaque clinique pourra accueillir un maximum de 22 chats qui pourront recevoir la stérilisation afin de limiter la reproduction de chats errants sur le territoire. Le premier arrivé, premier servi s'appliquera lors des cliniques qui se dérouleront de 8h30 à 16h. La SPA Mobile recommande aux participants de se présenter dès l'ouverture de la clinique et de prévoir un court moment avec la vétérinaire afin de remplir les documents essentiels. L'animal doit être amené dans une cage trappe, surtout s'il est sauvage, craintif ou réactif, ou une cage de transport sécuritaire est bien fermée. Les participants pourront aller chercher les animaux en fin de journée aux alentours de 16h. Chaque transporteur doit être identifié avec un ruban adhésif ou un papier contenant les informations suivantes de l'animal: le sexe, l'âge si connu, la couleur, le nom du bénévole et numéro de téléphone en cas d'urgence. Ne quittez pas l'unité mobile sans avoir rencontré la gestionnaire de l'unité qui vous fera signer quelques documents essentiels comme l'autorisation de chirurgie et votre dossier client. Non stérilisé, une chatte peut mettre au monde au moins 4 chatons 2 fois par année. La méthode appelée capture, stérilisation, retour, maintien est une façon efficace de réduire la population de chats de la rue. L'idée consiste à capturer, stériliser, vacciner et vermifuger aux besoins des chats vivant en colonie à l'extérieur. Ces chats de nature sauvage ou semi-sauvage sont ensuite réintégrés dans leur milieu où leur nombre diminue graduellement grâce à l'interruption du cycle de reproduction. Rappelons que les services offerts par la SPA Mobile s'adressent aux chats errants. Ces chats non socialisés qui vivent à l'extérieur peuvent difficilement être manipulés ou approchés. Le programme n'est pas destiné aux chats domestiques ou socialisés. Vous devez posséder au moins une cage trappe et ou une cage de transport. Vous devez créer une routine pour maximiser les chances de succès pour trappage. Déterminer une heure et un lieu fixe pour nourrir les chats chaque jour. Le jour de la capture, préparez les cages trappes convenablement. Apportez le chat dans la cage trappe à l'unité mobile pour la stérilisation. Si la stérilisation est prévue seulement quelques heures plus tard, gardez le chat dans la cage trappe couverte du drap dans un endroit sécuritaire, inaccessible aux personnes et à l'abri des intempéries. Couvrez la cage d'un drap opaque mais qui permet à l'air de circuler. Mettez de la nourriture au fond de la cage trappe afin que le chat marche sur le mécanisme de verrouillage en essayant d'atteindre la nourriture. Placez du papier journal sur le plancher de la cage trappe, enclenchez le mécanisme, positionnez la cage à l'endroit et à l'heure déterminée. Sous anesthésie générale, les chats seront stérilisés et vermifugés. Les chats sont généralement reconnaissables à leur oreille entaillée. Ils ont parfois un tatouage sur l'abdomen à des fins d'identification. Le chat doit être libéré à l'endroit où il a été capturé. En période estivale, un lieu de convalescence n'est pas nécessaire.
Les bibliothèques de Mont-Laurier sont heureuses de vous annoncer le grand retour de la bouturothèque. Il s'agit d'une initiative permettant aux citoyens d'échanger leurs boutures de plantes avec les autres utilisateurs et ainsi profiter d'une plus grande variété d'espèces à la maison. L'activité est disponible dans les 3 succursales des bibliothèques de Mont-Laurier, et ce jusqu'à la fin de l'été. Afin de participer au projet, l'utilisateur doit apporter une bouture afin de repartir avec une nouvelle. Les boutures doivent également déjà être en terre et, si possible, identifier le nom de la plante et préciser les conseils d'entretien de la bouture à échanger. Une grande diversité de plantes d'intérieur comme d'extérieur sera acceptée. Les boutures seront disponibles en libre service lors des heures d'ouverture des 3 succursales de la bibliothèque de Mont-Laurier. Avec l'arrivée de l'été, partagez vos boutures et profitez de ce projet pour découvrir de nouvelles variétés de plantes tout en posant un geste éco-responsable. Face à l'augmentation significative de la clientèle à l'école Saint-Joachim dans le secteur Val-Limoges à Mont-Laurier, le Centre de services scolaires des Hautes-Laurentides ajoutera à son organisation scolaire 2024-2025 un groupe classe. Ainsi, il souhaite maintenir des services éducatifs de proximité pour ses enfants et ses familles et diminuer le déplacement quotidien de nouveaux élèves vers une école située dans un autre secteur de Mont-Laurier. Sur le site de l'école Saint-Joachim, le Centre de services scolaires est propriétaire du terrain et avait accordé un bail à la ville de Mont-Laurier en 1993, leur permettant de construire une bibliothèque annexée à l'école. Le Centre de services scolaires a récemment convenu avec la ville de Mont-Laurier de mettre fin à ce bail afin de réaménager ce local pour l'accueil des élèves lors de la prochaine rentrée scolaire. La ville de Mont-Laurier fermera la succursale de la bibliothèque de Val-Limoges le 5 août. Les bibliothèques de Mont-Laurier poursuivront par ailleurs leur service aux succursales des Ruisseaux et sur la rue de la Madone. Le Centre de services scolaires des Hautes-Laurentides et la ville de Mont-Laurier poursuivent leur collaboration sur l'ensemble du territoire de la ville. La ville de Mont-Laurier est très fière d'avoir procédé au dévoilement de sa programmation estivale. En grande ouverture cet été, le jeudi 20 juin prochain, Fred's offrira le premier concert au parc Toussaint-la-Chapelle. Un 5 à 7 sera également animé par l'équipe de CFLO au parc en amont de la prestation de l'artiste. Pour terminer la soirée, DJ Tizzy fera également bouger la foule. Encore une fois cette année, la Maison des Jeunes et la microbrasserie du Lièvre seront présentes sur le site lors des concerts du parc. Rappelons que l'ensemble de ces festivités sont gratuites et accessibles pour toute la famille. Le jeudi 4 juillet, dès 19h30, la ville accueillera Laurence Saint-Martin qui offrira une prestation musicale proposant une musique de style country. Anthony Godette sera également en spectacle le jeudi 18 juillet pour faire découvrir son style rock-pop au public. Ensuite, le duo Rose sera la vedette des concerts du parc le jeudi 1er août pour finalement terminer avec l'artiste connu Damien Robitaille qui vous fera certainement danser lors de cette dernière prestation des concerts du parc. À la suite de la prestation de Damien Robitaille, le DJ Félix B. Desfossés assurera la fin de la soirée. Les concours des banquettes VIP de la radio CFLO est également de retour cette année. Si vous désirez remporter l'une des banquettes VIP pour être aux premières loges des conseils du parc, suivez les actualités Facebook de la ville de Mont-Laurier afin d'y participer. Les gagnants seront annoncés à la radio de CFLO le mardi précédant le concert. Amateurs de cinéma, les jeudis Cinépop seront présentés au parc Toussaint-la-Chapelle en alternance avec le concert du parc à compter du 11 juillet. Encore une fois cette année, apportez vos couvertures et passez un beau moment cinéma en plein air en famille. La Maison des Jeunes sera également présente pour vendre des bonbons et du popcorn au profit de l'organisme. Pour connaître la programmation complète, visitez la section événements du site Internet de la ville dès maintenant. Dès le 2 juillet prochain, à 19h, le parc Toussaint-la-Chapelle laissera place au mardi J'anime ma ville. Tous les mardis de l'été, les citoyens auront la chance de découvrir et de s'initier à différents types d'arts dans la magie, le théâtre, le slackline, le BMX aérien, le saxophone et bien plus encore. Ces activités sont offertes gratuitement et émerveilleront les adultes comme les enfants. Bien d'autres activités sont également prévues. Vous pouvez en prendre connaissance sur le site web de la ville de Mont-Laurier. Le programme estival immersif Un été signé Antoine Labelle est de retour pour une 3e édition et tout est mis en œuvre pour que la magie opère. Les étudiants sélectionnés passeront l'été à travailler en santé et services sociaux, à découvrir les beautés de la MRC d'Antoine Labelle et qui sait peut-être à planifier de s'y installer à long terme. Un été signé Antoine Labelle est une initiative du CI3S de Laurentides qui permet à des étudiants issus des parcours en santé et services sociaux de vivre une première expérience professionnelle tout en s'adonnant aux joies des découvertes, des rencontres et des attractions de la région. Cette année, 10 étudiants vivront une expérience unique qui se déroulera du 3 juin au 16 août prochain. Le programme élargit son périmètre d'action et logera 4 étudiants dans la ville de Rivière-Rouge.
Ces cégepiens et universitaires occuperont un emploi au Centre multiservices de santé et de services sociaux de Rivière-Rouge. Les 6 autres étudiants seront hébergés à Mont-Laurier et travailleront dans différentes installations de cette même ville. Pour répondre aux objectifs de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable, la municipalité de Val-David a adopté le règlement 783 prévoyant l'instauration d'une tarification volumétrique sur la consommation d'eau potable à partir du 1er janvier 2025 pour les bâtiments non résidentiels. Cette décision souligne l'engagement de la municipalité à atteindre les objectifs de consommation d'eau fixés par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, conditionnant ainsi son admissibilité aux subventions destinées aux projets d'infrastructures d'aqueduc. Le délai du 1er janvier 2025 permettra aux propriétaires concernés de mettre en place des mesures visant à réduire leur consommation d'eau. En bref, la tarification s'appliquera à tout bâtiment non résidentiel, tels que les commerces et les industries. Elle ne s'appliquera pas aux bâtiments résidentiels. La tarification tiendra compte de la consommation réelle d'eau des bâtiments du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Elle sera portée au compte de taxes de l'année suivante et sera payable en un seul versement. Les données de consommation d'eau seront recueillies à compter du 1er janvier 2025 et la tarification sera payable à même le compte de taxes 2026. Les bâtiments qui consommeront 200 mètres cubes d'eau ou moins annuellement seront exemptés de cette tarification. Les propriétaires des bâtiments non résidentiels visés par cette tarification recevront dans les prochaines semaines une communication personnalisée incluant leur bilan de consommation d'eau enregistré pour l'année 2023 et une simulation de facture. Une foire aux questions, des conseils pour réduire la consommation d'eau et toutes les informations relatives à cette nouvelle tarification sont disponibles sur le site valdavid.com sous l'onglet « Services aux citoyens, gestion de l'eau, compteur d'eau ». Les résidents de la MRC des Pays d'en haut sont invités à participer à la démarche consultative pour partager leur avis sur le développement culturel de la MRC qui se déroulera le 15 juin prochain de 9h à 12h, de 9h à midi au Chalet Bellevue à Moorn Heights. La MRC souhaite adopter une nouvelle politique culturelle adaptée aux réalités d'aujourd'hui en intégrant une orientation spécifique au patrimoine, ce qui fait en sorte que la MRC souhaite que sa nouvelle politique culturelle devienne une politique culturelle et patrimoniale. Depuis l'adoption de sa politique culturelle en 2006, 18 années se sont écoulées, permettant ainsi la réalisation de nombreuses interventions favorisant le développement culturel du territoire pour mieux soutenir les arts, la culture et la mise en valeur du patrimoine. Au fil des années, la culture est devenue un des leviers de développement économique du territoire. C'est d'ailleurs dans ce contexte que se retrouve la MRC en matière de culture, faisant partie intégrante du service de développement économique et territorial. Aujourd'hui, le rôle de la MRC en matière de développement culturel est amené à changer, passant d'un rôle d'initiateur et réalisateur à un rôle croissant de facilitateur et d'accompagnateur du développement culturel. Les municipalités participent de plus en plus à la vitalité culturelle de leur milieu. Certaines d'entre elles ont adopté des politiques culturelles. D'autre part, plusieurs acteurs culturels consolident leur place dans la sphère culturelle, permettant ainsi de jouer un rôle toujours grandissant dans le développement culturel. Finalement, depuis le 1er avril 2021, la loi 69, modifiant la loi sur le patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives, a été adoptée. Cette loi a apporté plusieurs changements, notamment l'obligation pour les municipalités régionales de comté d'adopter un inventaire patrimonial d'ici le 1er avril 2026. C'est ainsi que le rôle de la MRC en matière de patrimoine a pris une plus grande importance. En parallèle, la MRC a amorcé sa démarche de révision du schéma d'aménagement et de développement. Elle vient d'ailleurs d'adopter son projet d'énoncé de Vision 2035 et c'est donc dans ce contexte que la MRC souhaite adopter une nouvelle politique culturelle adaptée aux réalités d'aujourd'hui en intégrant une orientation spécifique au patrimoine, ce qui fait en sorte que la MRC souhaite que sa nouvelle politique culturelle devienne une politique culturelle et patrimoniale. Revenez-nous après la pause. Alors que la MRC d'Antoine Labelle entrevoit la fin de son projet de construction du réseau de fibre optique et que la coopérative de télécommunications d'Antoine Labelle, aussi appelée CETAL, détient désormais l'expérience et l'expertise dans l'exploitation de ce réseau, le conseil de la MRC étudie la possibilité de vendre son infrastructure à la CETAL. Après avoir étudié différents scénarios, le conseil de la MRC envisage la vente du réseau de fibre optique. Ce projet a pour objectif d'assurer l'efficience et la pérennité du réseau et de la coopérative, en plus d'offrir les meilleurs services aux citoyens et faciliter la gestion des opérations. Considérant que la MRC a impliqué la CETAL dans la construction et l'entretien du réseau et en raison de l'expertise que cette dernière a grandement développée au cours des dernières années, la MRC a entamé les discussions avec les gouvernements, bailleurs de fonds, afin d'évaluer la faisabilité de la succession du réseau.
Les autorisations gouvernementales constituent la première étape de ce projet embryonnaire. La poursuite du dossier est conditionnelle à l'approbation de ces instances. Les réflexions entourant la possibilité de vente du réseau de fibre optique comportent plusieurs avantages. D'abord, la cession réduirait le fardeau administratif entourant la construction et l'exploitation du réseau. De plus, la délégation des actifs à la CETAL pourrait permettre à celle-ci d'approfondir son expertise en télécommunications, en plus de croître sa pleine autonomie dans l'acquisition et l'exploitation des équipements. Le contrôle total des activités du réseau permettrait de poursuivre l'offre de services aux membres de la coopérative dans le maintien de l'accessibilité, la qualité et l'abordabilité des services de télécommunications. Le besoin criant d'avoir accès à des services Internet haute vitesse de qualité sur tout le territoire se fait entendre depuis plusieurs années. Alors que les fournisseurs de services de télécommunications étaient dans l'impossibilité de desservir l'ensemble du territoire, la MRC a alors entamé une grande démarche de consultation publique afin de connaître l'intérêt de la population à participer à un projet collectif. La conclusion, il était essentiel d'offrir une connexion Internet haute vitesse de qualité à la population. C'est donc en novembre 2017 que le coup d'envoi du projet de construction du réseau de fibre optique de la MRC a été donné par l'obtention du financement des gouvernements. La CETAL, quant à elle, a été constituée en décembre 2017 dans le but d'opérer le réseau de fibre optique de la MRC. Depuis ce jour, la CETAL a créé 30 emplois, en plus de développer une expertise en télécommunications encore jamais acquise sur le territoire. Ayant offert ses premiers services d'Internet haute vitesse en septembre 2019, elle dessert désormais la population des services Internet, de téléphonie résidentielle et de télévision. Aujourd'hui, la construction du réseau de fibre optique est complétée à plus de 95 %. Ce réseau dessert plus de 18 600 foyers et la CETAL dénombre 10 000 abonnés à ses services. Les professeurs Christophe Mayano et Joanne April de l'Université du Québec en Outaouais dirigent une enquête dont l'objectif vise à recenser et décrire les pratiques d'activité physique et sportive de la population des Laurentides. Cette enquête est menée en collaboration avec l'équipe de recherche de l'Observatoire pour la promotion d'un mode de vie physiquement actif dans les Laurentides de l'Université du Québec en Outaouais et elle a été approuvée par le Comité d'éthique de l'Université du Québec en Outaouais. Les résultats de cette enquête permettront de dresser un portrait récent des pratiques d'activité physique et sportive dans la région. Elles seront utiles pour guider le développement de pratiques et de politiques d'activité physique et sportive adaptées aux besoins et défis de la population de la région des Laurentides. Le professeur Mayano affirme que cette enquête représente une belle occasion d'obtenir un portrait récent des pratiques d'activité physique et sportive de la population des Laurentides et des freins perçus à la pratique de celle-ci. Il ajoute que les informations fournies permettront, par exemple, de décrire les activités physiques et sportives pratiquées par la population des Laurentides, la durée et la fréquence de ces pratiques, les périodes de l'année pendant lesquelles elles sont pratiquées et les endroits où elles sont pratiquées. Il mentionne aussi qu'elles permettront également de mieux comprendre qui sont ces personnes et quels sont les bénéfices perçus de cette pratique. Christophe Mayano et Joanne April veulent rejoindre le plus grand nombre de personnes dans les Laurentides qui pratiquent ou ne pratiquent pas présentement d'activités physiques et sportives. Celles-ci doivent être âgées de 16 ans et plus, habiter dans la région des Laurentides et être capables de lire le français. Les personnes qui souhaitent participer devront au préalable compléter en ligne un formulaire de consentement. Celles qui auront consenti à participer pourront par la suite répondre au questionnaire d'enquête en ligne disponible sur le site web de Loisirs Laurentides. À Sainte-Adèle, des spectacles enlevants vous attendent cet été dans le cadre de la 21e édition des Soirées Nostalgia. Du 6 au 27 juillet, 4 spectacles gratuits seront présentés les samedis à 20 h avec une première partie à 19 h 30 dans le cadre enchanteur du magnifique amphithéâtre naturel du Parc de la Famille. Au programme, un spectacle hommage aux cowboys fringants qui ne manquera pas d'être émouvant mais néanmoins festif, un hommage au légendaire groupe irlandais U2, une soirée colorée et disco avec l'infatigable Boogie Wonder Band et une finale tout en blues avec le charismatique Brian Taylor. Sans oublier bien sûr les artistes présentés en première partie qui vous feront découvrir tout leur talent, leur musicalité et leur personnalité. Les policiers de la Sûreté du Québec désirent sensibiliser la population au vol d'embarcations nautiques et de matériaux se retrouvant à l'intérieur de celles-ci. Les policiers invitent la population à faire preuve de vigilance. Le vol d'objets à l'intérieur des embarcations amarrées au quai la nuit et des embarcations elles-mêmes peut survenir à tout moment. La Sûreté du Québec recommande de suivre ces quelques règles de prévention. Enchaînez votre embarcation à un objet fixe et utilisez un cadenas à l'épreuve des coupes-boulons. Garez votre embarcation dans un endroit très visible et bien éclairé. Ne laissez aucun objet de valeur à l'intérieur. Portez une attention particulière aux véhicules et personnes inhabituelles dans votre secteur.
Prévenez un voisin de confiance si vous devez vous absenter. Évitez de laisser votre embarcation amarrée durant une absence prolongée sans surveillance. De plus, vous pouvez procéder à l'identification par marquage permanent des pièces extérieures et mécaniques, rendant ainsi la revente quasi impossible. Les codes d'identification sont conservés dans une base de données qui est accessible par les autorités policières et les assureurs. Les policiers désirent sensibiliser les résidents en lien avec les vols de véhicules tout-terrain. Les policiers demandent aux citoyens de faire preuve de prudence et de vigilance afin de prévenir le vol de leur véhicule. Voici donc aussi quelques conseils de prévention. De préférence, garez votre véhicule tout-terrain dans un garage intérieur sécurisé ou dans un endroit extérieur très visible et bien éclairé. Enchaînez votre véhicule tout-terrain à un objet fixe et utilisez un cadenas à l'épreuve des coupes-boulons. Munissez votre remorque d'un dispositif anti-vol à l'épreuve des coupes-boulons. Gravez les 6 derniers chiffres du numéro de série de votre véhicule tout-terrain sur le châssis, sous le siège, sur le dessus du moteur et sur toute autre pièce que vous jugez utile. L'identification sera plus facile et la revente plus difficile. Sans vous exposer et compromettre votre sécurité personnelle, si vous observez une personne au comportement inhabituel ou suspect, avisez immédiatement les policiers en composant le 911. Pour toute personne suspecte, notez une brève description de celle-ci, le sexe, l'âge approximatif, la couleur de l'habillement et les signes particuliers tels que les tatouages, les cicatrices, les vêtements ou les bijoux particuliers. Pour les véhicules suspects, relevez en premier lieu le numéro d'immatriculation ainsi que la couleur et la marque. La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur des activités de nature criminelle peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la centrale de l'information criminelle au 1-800-659-4264. Voilà, c'était tout cette semaine pour votre bulletin de nouvelles TVCL. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine.